veut du changement, on l'a demandé pendant des années. Au moment qu'on a regardé à cette question, on faut voir comment on peut faire les choses pour les patients. Ça signifie que tout au début, on doit vraiment changer le système. C'est une question de comment on va changer les choses. Comment tout est là pour eux. Aujourd'hui, maintenant, on a l'opportunité que d'écouter des individus qui sont passés par cela, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de changer le tout, surtout dans les communautés autochtones, car leur impact a non seulement un impact chez eux dans la communauté autochtone, mais bien par-delà la communauté autochtone, un peu partout. C'est pour ça qu'on va faire cela. Après quoi, on va aller à une session de questions, des questions que vous pouvez poser. Donc, Sheila, je sais qu'on a déjà présenté, mais je voulais dire que ce qui m'a frappé quand je regarde à elle, c'est que c'est tous les prix qu'on lui a décernés. Et vraiment la chose, c'est ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est que quand on regarde les autochtones partout au monde, hein, merci. Donc, Sheila, à toi le micro. Nako me marealo ilu nasi, o hati te una lang mega me ilu nasi nut. Nako sapunga. Thank you very much for this opportunity. And so what I like to do is walk through these issues of where the Inuit have come from, not as a historian, but from even many of them have been lived experiences for me. You know, in 1920s, we were hunters and we became fur traders almost overnight to meet the global market for fur. And then when the global collapse occurred with the global market of the fur, we were left alone to move into areas of starvation and famine. And everybody forgot about us when that collapse occurred. And the schools were built and we were forced into communities. So there was less hunting on the land, as our land is our natural teacher, and that was replaced by institutional schooling. And yet that was another start of creating dependencies and diminishing our ability to act for ourselves and to think for ourselves. So the control was starting to come into our communities very quickly. More processed foods. We were moved into these little matchbox homes. And there were more historical traumas that were really starting to come in the 1960s. We were sent away for school at a very young age. I was 10 when I was sent away for school. 2 years with a family in Nova Scotia, 3 years in a residential setting where 200 of us Inuit children were sent from Nunavik and Nunavut across to Churchill, Manitoba, where we lived in these old military barracks for the entire year. The sexual and emotional and physical abuses started to happen from those in authority in the new institutions that were coming in to play. So that's when this onset of addictions and the violence and the suicides really started to set in, because it was a profound woundings of all of those historical traumas that really still today is the root cause of the problems that we face in the social and health arena. In the 1980s, we realized that we were being poisoned from afar. These persistent organic pollutants were making their way up through the weather patterns into our food chain. And we are avid eaters of marine mammals. And so here we were, being the net recipients of these toxins. And so we became very alarmed about this, and we became very outraged that it was not of our doing, but our mother's nursing milk was laden in high levels than anywhere else. We're realizing but the answers lie right at home. They lie in our culture.
So we're finding that our culture is the medicine that we seek to be able to get back on our feet and not just be victims of all of these situations, but also to become the teachers of sustainability in this world, because we are still connected to our environment, to our climate, to our culture, to the land, and the well-being of all of that in a holistic way. Unsustainable waste causes irreparable damage to the atmosphere, and it's forcing the planet to react with violent storms and other erratic events. And this is not unlike the Indigenous children, the Inuit children, or anyone who's gone through and suffered trauma. Without care and a space to heal, an effective coping mechanism, self-destructive behavior, is inevitable. And what we see in our communities and in our atmosphere are not abnormal behaviors. In fact, what we're seeing are perfectly normal reactions to extremely abnormal circumstances. And so that connection of human trauma and planet trauma are one of the same. Our planet is a living, breathing entity. And what we have been doing to it is now showing up in these erratic events that are happening all around the world. Leadership to me means never to lose sight of the fact that the issues at hand are so much bigger than oneself. And leadership is about working from a principled and ethical place within oneself. And it is to model authentically and genuinely for others a sense of calm, a sense of clarity, and a sense of focus. And leadership is to always check inwards to ensure one is leading from a position of strength, not fear or victimhood. So one does not project one's own limitations onto those you're modeling possibilities for. So I leave you with that. And I thank you for this opportunity for all of us to come together today. And I think there are people from many other parts of the world who are listening in as well. And again, nakong mik ilunasi, ohati taun na kay narama ilunasinut, nakok sapunga. Thank you very much. Merci à vous tous. Parfait, merci. C'était fantastique, n'est-ce pas? Oui, très très bien. Donc, il y a une autre personne qui va nous parler. C'est Rod Jeffries. Et je crois qu'il est en ligne. 2-3 mots sur lui. Il est quelqu'un qui parle au niveau international. Il forme. Il est présenté partout au monde, en Australie, en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Il a regardé au programme qu'il fournit pour maintenant aider les survivants de tout genre d'abus. Et dans les dernières années, il a parlé de ce que ça veut dire que d'être traumatisé, puis d'avoir un certain sens de honte. Il est aussi le président du Conseil pour le respect des Autochtones et il s'est impliqué déjà en 1991, avant la toute première réunion, longtemps en 1992, et il est encore là. Il va être la prochaine fois à Vancouver, l'année prochaine en 2023. Lors des 8 dernières années, il a toujours regardé à cette question du traumatisme et de l'abus de stupéfiants et autres substances. Et il regarde aussi au message pour se soigner, pour les personnes autochtones, pour rétablir les systèmes et les insérer dans le monde aujourd'hui. Et en dit cela, je voulais maintenant accueillir Rod. T'as le micro. Bien. Merci Sharon pour ta présentation. Merci pour le sommet, pour m'avoir invité ici en fonction de mon expérience. Je travaille avec la question de la santé mentale, le traumatisme dans tout le pays, et pas qu'ici. Et c'est très intéressant. Vous savez, quand je regarde, il faut penser au fait que moi je trouve dans le nord de la Saskatchewan et je travaille avec une communauté exactement à cause de la violence, du traumatisme et d'autres questions reliées. Et rien que pour le dire dès le début, en travaillant avec cette communauté, j'ai remarqué que l'impact de la colonisation a augmenté. Enfin, les effets
l'effet du colonialisme maintenant a démontré qu'il y avait un impact bien plus sévère lors de la pandémie, car les gens maintenant sont en train de se débattre à cause non seulement de la pandémie, mais aussi du ou de la des 300 dernières années de colonisation qui ont causé un traumatisme, qui ont eu lieu. Et à cause de cela, je vais partager avec vous des renseignements que j'ai appris lors de ces années au sujet de la santé mentale, au sujet de ce qui se passe dans notre communauté, et non seulement celle-ci, mais aussi des autres. Mais il y a aussi une différence entre de ce qui se passe dans les communautés. Et je veux aussi partager ce qui se passe maintenant et le confronter à ce qui se passe avec d'autres pandémies. Et je commence par ça. Je commence exactement par cette question. Quand on regarde notre expérience avec une épidémie ou une pandémie, ce qui se passe, les personnes de l'île de la Tortue, vous savez, la première épidémie qu'on a remarquée était quand les Européens sont arrivés et sont entrés en contact avec nous. C'est intéressant que de savoir que nous, de l'île de la Tortue, on n'avait pas des anticorps envers les maladies étrangères, xéniques. Il y a donc des données historiques qui montrent que la moitié de la population est décédée à cause de maladies étrangères. Et dans certains cas, toute la communauté a disparu. On doit donc regarder à ce qu'il se passe dans nos communautés et la guérison dont on avait besoin à cause des épidémies. Ça, qui n'était pas possible non plus, car nos guérisseurs, ils étaient décédés à cause de l'épidémie. Et donc, ce qu'on a appris à faire, c'est de maintenant, pour survivre, on a dû survivre, on n'était pas content, mais on devait maintenant cacher le fait qu'on était mécontent. Et on n'était pas en mesure que de pratiquer nos rituels, nos cérémonies pour nous aider à travers ce moment terrible. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Autre diapo, regardez, aux épidémies. Et par ça, on entend un peu de tout. On entend le typhus, choléra, la grippe, la fièvre jaune, la tuberculose. Et on pense que 93% des populations autochtones sont décédées lors de ces épidémies. Tout dépend bien sûr de la maladie et tout dépend aussi de l'endroit. On a donc une longue historique, un historique très long à cause de ces épidémies. Prochain diapo. L'impact de ces épidémies et le traumatisme suivant a fait si que les gens, tout d'abord, craignent la maladie et ce qui se passe, c'est qu'à cause de la colonisation et du traumatisme, on n'avait pas vraiment l'accès au fait que cet impact est devenu non conforme vis-à-vis des maladies. Avec cela, à cause maintenant du fait qu'on a perdu plein de monde. Et il y avait pas mal de choses qui n'ont jamais été, qu'on n'a jamais surpassé. Et c'est pour... L'autre chose, c'est que il y a aussi un traumatisme intergénérationnel, comme Sheila l'a dit. Quand on regarde la découverte, ou d'abord, par exemple, des gens qui sont morts comme Loops dans le pensionnat, on a remarqué ce traumatisme intergénérationnel. Par exemple, mes deux parents sont passés par le pensionnat et ce qu'ils ont appris là-bas,
ils l'ont maintenant dit à leurs enfants. Par exemple, moi-même et mes frères et sœurs. Et donc, ce traumatisme a été lui aussi passé. Et on a été en mesure maintenant que de regarder ces questions qui ont été passées d'une génération à l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, je continue que de travailler sur ces questions de façon telle que je ne vais pas les passer à des autres générations. Donc, ce traumatisme intergénérationnel est vraiment quelque chose de très important. Il faut maintenant regarder à ces questions et comment c'est passé d'une génération à l'autre. L'autre question, ici, et probablement vous la connaissez déjà, c'est à cause maintenant de la colonisation, à cause de l'oppression. Et comme on l'a déjà dit, comme on l'a dit aussi quand avec la commission des filles qui sont disparues, il y a eu un génocide. À cause de notre expérience, on n'aime pas le gouvernement, on ne lui fait pas confiance. Pratiquement, oui, on veut travailler avec le gouvernement, mais on ne lui fait pas confiance. Ce qui se passe avec la pandémie qui vient d'avoir lieu, je crois que les communautés ont répondu à la pandémie de plusieurs façons différentes. Donc, il y a des communautés qui connaissent l'histoire au sujet des épidémies et comment elles nous ont frappés. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour protéger les gens. Tout. Ceci signifie aussi que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des autres communautés qui ne font pas confiance au gouvernement. Et donc, ils ne voulaient pas suivre les lignes directrices. Il y a donc une combinaison de plusieurs genres de réponses et de communautés. Et notre effet, et c'est le sens d'anxiété, car une grande partie de nos gens ont eu ce sens d'anxiété, aussi de la déprime. Et c'est quelque chose qui était là à cause des anciens traumatismes, car on a essayé de nous assimiler. Il y en a eu pas mal d'anxiété dans les communautés. Et maintenant, il faut regarder au fait que, lors du sommet, c'est qu'il faut regarder maintenant à l'autre pandémie, la pandémie enfin, l'effet boomerang, l'épidémie où il y a un effet boomerang à cause de l'ancien traumatisme, la colonisation, les génocides, et aussi comment ceci augmente les chiffres en termes de gens qui se débattent avec des questions de santé mentale. Le stress est vraiment quelque chose de très important ici. Et quand je pense à nos gens, et quand je pense à comment on était reliés l'un à l'autre, et comment tout ceci maintenant nous a maintenant déchirés l'un de l'autre, et regarde aussi au fait qu'on est isolé, et on est à nouveau non branché, et ça a augmenté encore le fait qu'on avait des problèmes de santé mentale. Et donc, il y a le stress. Et l'autre chose que je voulais dire, quand on regarde ce stress, c'est qu'une grande partie de nos communautés ont des centres communautaires de santé très actifs. Peut-être on ne peut pas tout fournir aux gens. Et j'ai travaillé à plusieurs de ces centres et j'ai regardé au stress qu'il y a eu dans ces centres à cause de la pandémie. Et le personnel a dû prendre du temps pour se relaxer parce qu'ils ont essayé que de garder les gens en bonne santé. Ce stress était énorme. Bien sûr, ils craignent qu'on va perdre quelqu'un qui nous est proche. Et d'ailleurs, on en a perdu pas mal. C'est arrivé à cause de la pandémie. On n'a pas été en mesure que d'aller à des funérailles ou de célébrer la vie ou autre. Et dire ce qu'on doit dire, car la personne qui a vécu maintenant ne pouvait plus être célébrée. Et il y avait cette perte. Et on continue que de voir cette crainte de perdre quelqu'un. Il y a plein de monde qui est à l'hôpital à cause de la COVID-19. Une autre chose qu'on a remarqué à cause de la pandémie,
c'est une augmentation de l'emploi, voire un abus même de stupéfiants. J'ai d'ailleurs vu ça directement dans une communauté sur la côte occidentale. Là, cette communauté se retrouve d'un côté, il y a une rivière d'un côté, et pour essayer que de garder les gens en bonne santé, on regardait exactement qui venait sur la réserve et qui s'en allait. Et il ne permettait pas aux gens que de quitter la réserve s'ils avaient attrapé la COVID-19. Par exemple, il y avait des gens qui buvaient. Ce qu'ils faisaient, ils passaient la rivière de toute façon. Par exemple, ils nageaient pour aller se refournir en alcool ou en stupéfiants. Et on craignait qu'il y avait du monde qui risquait que de périr en se noyant alors qu'ils traversaient la rivière. Et donc, ils voulaient maintenant non seulement... Et c'est pour ça qu'ils ont amené de l'alcool sur la réserve pour maintenant éviter ces problèmes. Et il y avait donc tout un programme de distribution ou de contrôle de la distribution de l'alcool sur la réserve comme intervention. Et bien sûr, comme vous le savez, on sait aussi qu'il n'y a pas que l'alcool. Il y avait aussi des autres questions. Il y a toute cette question du traumatisme. Vous savez, avec le traumatisme, il y avait des choses par lesquelles on est passé à cause de la pandémie, l'isolation par exemple, la perte des personnes chères. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la perte du trauma, il y avait la question du traumatisme originel. Et c'est pour ça qu'on a remarqué cette augmentation de l'emploi et l'abus de stupéfiants. Dans de nombreux cas, on a vu qu'on faisait confiance à la médecine occidentale. Et auparavant, on avait notre propre médecine. Et c'est quelque chose qu'on utilisait. Et c'était quelque chose qu'on utilisait lors de nos cérémonies, de nos rituels. Et ça nous aidait maintenant à faire si qu'on pouvait faire face à nos problèmes, à cause de la colonisation, et de comment on a été poussé à devenir à avoir honte de notre culture, quand partie de nos gens font confiance à la médecine occidentale, ce qu'on trouve surtout dans la question de la santé mentale. Une grande partie de la santé occidentale est là pour seulement aider un tout petit peu, plutôt que vraiment guérir la personne. Et donc, si maintenant on fait trop confiance à la médecine occidentale, ça va marcher. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il y a eu aussi une augmentation de la violence conjugale à cause de l'isolation et du stress lors de la pandémie. À cause du stress, à cause du traumatisme, de l'impact du traumatisme et cette isolation qui est là. Donc, ça, de la violence domestique, comme je vous l'ai dit aussi, à cause du traumatisme, l'un fait. On se retrouvait avec des gens qui pensaient être maintenant des personnes qui n'avaient aucune valeur. Des diabétiques, par exemple, ne mangeaient pas ce qu'ils devaient manger, ils ne faisaient pas l'exercice qu'ils devaient faire, et ils ne prenaient pas, par exemple, l'insuline, ainsi de suite. Donc, leur santé s'est détériorée à cause du fait qu'ils n'étaient pas conformes. Après quoi, il y a un autre point. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose de très important avec de nombreuses personnes chez nous. On est plus susceptible à des maladies infectieuses. Et ça, c'est parce que notre système immunitaire marche mal. Et ça, c'est à cause du traumatisme par lequel on est passé. Il y a eu des études scientifiques en regardant à ce que le traumatisme fait sur nos corps, quel est l'impact et comment les gens maintenant deviennent plus susceptibles à certaines maladies, surtout les infectieuses. Et moi, je crois que c'est pour ça que nos chiffres sont plus élevés. À nouveau, ça place à nouveau, c'est un cycle vicieux, ça place davantage de stress sur nos gens.
Et c'est pour ça qu'on a besoin que de regarder à cette question. Et une grande partie d'entre eux, ce sont des traumatismes qui viennent du pensionnat. Donc, les épidémies aujourd'hui. Et on commence par maintenant le racisme qui est là dans les institutions et dans le système. Regardons par exemple au financement de tout ce qui touche les populations autochtones et les communautés autochtones. Et, et dans au moins 2 provinces que je connais, si on regarde à cette question, et le racisme dans les hôpitaux, par exemple, et dans le système de et la dans santé, et ceci l'environnement de la santé. prévient que le fait qu'on ait accès au système de Cela la santé, empêche beaucoup de gens ne peuvent pas profiter des soins de santé à cause du racisme systémique qui se trouve. Et aussi, le financement est aussi moins dans nos communautés à cause du racisme, à cause du fait que c'est institutionnalisé, le racisme. Vous savez, en ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'ai vu, et cela a été rapporté plusieurs fois, à plusieurs reprises, des collègues m'en ont parlé, et aussi dans les nouvelles, où les gens essayent de protéger les communautés de la COVID-19. Il y a eu plus d'incidents de racisme quand il y a eu la pandémie. Dans certaines communautés, on a vu encore plus de racisme. Et donc, ce qu'il faut pouvoir examiner, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes, et non seulement pas pour les Autochtones, mais aussi ce que tout le pays doit faire pour se régler le problème du racisme à travers tout le pays. En ce qui concerne la COVID-19, il y a eu une grosse peur de perdre les gens, la sagesse de nos communautés, beaucoup de nos communautés avec qui je travaille, nous avons perdu beaucoup d'aînés. Et comme vous le savez, ces aînés, nous avons été les vaccins, nous avons été les victimes de la pandémie. Donc, il y avait une grosse peur de perdre une grosse partie de notre histoire. On a qui nous sommes en tant que peuple. Et donc, il faudrait reconnaître la crainte qui a été créée et que nous avons eu, qui continue à être présent parce que cela continue à cause des pertes et à cause de la pandémie, étant donné ce que nous avons subi, les questions, euh, les gens qui se mettent en pratique le traumatisme, beaucoup de gens ont déclenché et ils ont des comportements non corrects. Et c'est tout cela, on se voit, c'est quand il y a cet éclat, les gens pensent que c'est normal pour quelqu'un comment se débarrasser de ces sentiments inconfortables, ces sentiments qui sont liés au traumatisme de base. C'est là où il y a eu cette croissance dans les problèmes de bien-être, que ce soit la croissance dans l'abus, la consommation de substances, ou que ce soit un accroissement dans les cas d'isolement, ou etc., etc. Et donc, il faudrait que nous soyons au courant, savoir comment la COVID a lancé beaucoup de comportements dans chacun d'entre nous. Étant donné que nous avons des problèmes pour les maisons qui sont trop de gens, donc l'habitat est un gros problème. On peut avoir 10, 20 personnes dans un appartement de 2 chambres à coucher qui n'a pas suffisamment de toilettes ou que la maison n'est pas bien isolée. L'isolation et il y a des questions de sûreté. Il faut donc comprendre que un environnement qui n'est pas bon pour la santé, euh, les, les peuples autochtones ont des risques bien plus élevés et il faut pouvoir comprendre tout cela. Les communautés
à pouvoir, il n'y a pas d'essence. Donc, les communautés qui sont isolées, ils savent que si un patient doit visiter un hôpital, doit être, donc prendre un vol, nous avons un plus grand risque parce que nous avons bien limité des vols limités de gens. Ils doivent même pouvoir voyager et pour aller de là où on a des soins de santé. Mais même là, il y a un risque d'avoir un revers. Et les gens ne sont pas accueillants quand on va à Thunderbird. Vous avez dû entendre ce qui s'est passé, le niveau de racisme dont le cible est les peuples autochtones. Donc, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur d'être il y a les écoles, les hôpitaux dans le sud, il y a beaucoup de problèmes. Les peurs sociales peuvent amener l'isolation et la violence à travers des communautés. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'est la violence latérale? Cela se passe quand des gens qui sont opprimés au cours d'une longue période de temps, ils commencent à se faire mal les uns les autres à cause de la colonisation, à cause de la bureaucratie, à cause le niveau du génocide. On a appris au cours des années que si vous essayez d'avoir l'oppression, si vous voulez vous en débarrasser, cela devient plus que celui qui vous oppresse. Alors, donc l'isolation crée des disconnexions et des peurs, des maladies mentales. Et à ce moment-là, on blâme les centres de santé pour ces résultats, au lieu de dire que la réalité, c'est qu'il y a un manquement de financement. L'isolation crée des discriminations et des maladies mentales. En tant qu'un peuple, nous étions très connectés avant ce contact avec les Blancs et les traumatismes et avec la colonisation. Et chaque acte de traumatisation est un résultat de la colonisation. Nous sommes très déconnectés en tant qu'un peuple. Je dois dire que pour bâtir ce que Lélia a dit, on peut être déconnecté, mais nous sommes toujours très bien connectés avec la terre, avec l'eau, avec toute la création. Le traumatisme nous a causé des séparations entre nous-mêmes. Et donc, ce que nous voyons pour pouvoir aller de l'avant et de pouvoir faire le travail pour pouvoir nous connecter avec avant tout nous-mêmes, en deuxième lieu, les uns avec les autres. Donc, alors, comment on va maintenant régler les problèmes? Un des gros problèmes, j'en ai parlé, c'est de régler le problème de racisme qui existe dans le service de santé, que ce soit sur la santé physique ou la santé mentale. Il faut être possible de régler les problèmes dans le système. Autrement, nos gens vont continuer à ne pas utiliser les ressources qui sont en dehors de nos communautés. Les ressources, on en a besoin pour qu'il y ait, parce qu'il y a une croissance des violences et de la dépression et de l'anxiété et une croissance dans l'abus de substances. Et par exemple, dans la communauté où j'en suis en ce moment, il y a une croissance de meurtres, une croissance dans les suicides, une croissance dans les violences, de gang dans les 2 dernières années. Et donc, nous avons besoin de ressources additionnelles pour pouvoir régler ces problèmes-là. Il y a récemment, je crois que c'était hier peut-être, j'ai lu, je crois que c'est peut-être le rapport de l'auditeur général, ce qu'elle a dit, que si le gouvernement voudrait investir dans la prévention et créer l'infrastructure nécessaire, les coûts seraient 2/3 moins comparé à essayer de régler les problèmes après le fait. C'est, je crois, quelque chose qui vaut la peine
d'être examiné parce que notre financement est basé sur la réaction du gouvernement en réaction aux problèmes que nous avons dans nos communautés. Si nous avons les ressources, nous attendons de cela pour pouvoir régler les problèmes comme prévention au lieu que comme réaction. Donc, il faudrait vraiment voir les ressources pour régler les problèmes maintenant avant que ce ne soit trop tard. Parce que, comme vous savez, nous savons ce qui s'est passé avec une communauté ici au Saskatchewan en septembre. Et je crois que c'était le résultat, une question de santé mentale, de problèmes, de ne pas avoir, le fait de ne pas avoir les ressources pour pouvoir régler ces problèmes de santé mentale dans ces communautés. Le deuxième point, c'est l'itinérance. Et vous savez, je crois que cela, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le pays, mais on le voit tout spécialement dans nos communautés où l'itinérance a presque doublé pendant la pandémie, a doublé, plus que doublé. Lorsque nous voyons les phobies, il doit y avoir une croissance dans les maladies mentales. Parce que vous savez qu'une partie de l'itinérance est attachée à la question de l'absence d'habitat, d'abri. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire pour régler le problème de logement ou le manque de logement et l'itinérance? Parce que même l'itinérance est enracinée dans une question de santé mentale et c'est ancré dans les traumatismes. On doit aussi examiner, avoir les ressources nécessaires pour, avec la croissance de la consommation de substances dans nos communautés. Il y a eu une croissance dans les traumatismes dans beaucoup de communautés aussi. Et donc, avoir ces ressources pour pouvoir commencer à régler ces problèmes. Et une chose que je voudrais examiner, comme vous le savez, les écoles résidentielles existent dans ce pays au moins depuis 550 ans. Quand le premier Healing Foundation a été fondé, je crois, en 1998, et la fondation a reçu 350 millions de dollars pour financer des solutions à travers le pays. Mais on s'attendait à ce que nous allions régler ce problème en 12 années. Et quand nous avons examiné dans le pays, en fait, on nous a préparés pour faillir, pour ne pas réussir. Beaucoup de gens ont dû cesser parce qu'il n'y avait plus de financement. Donc, il faut pouvoir avoir des ressources sur le long terme pour pouvoir régler tous ces problèmes dont souffrent nos communautés. Comme résultat de la colonisation, comme résultat du traumatisme qui est sorti du colonialisme et de l'impact, et en ce moment-ci, de l'impact de la pandémie chez nous. Vous savez, il faudrait travailler pour créer une relation de confiance avec les services de santé, mais ce n'est pas le cas en ce moment-ci avec les peuples autochtones. On parle de réconciliation et beaucoup de gens pensent que le problème, c'est nous qui devons nous réconcilier. Non, ce n'est pas ça. La réconciliation doit se passer par tout le monde. Ça implique tout le monde. Et donc, ces gens qui travaillent à l'intérieur des hôpitaux doivent pouvoir régler le problème de racisme qui se passe et de discrimination, la discrimination systémique dans le système. Donc, c'est le premier pas. Si on peut commencer à voir, par exemple, les hôpitaux qui règlent les problèmes de racisme à l'interne, ça, c'est un bon commencement, un petit commencement à établir des relations de confiance. Il y a quelques années de cela, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux agences sur l'île de Vancouver et ce qu'on voulait faire, c'est travailler avec l'hôpital de la place pour traiter les aînés d'un traumatisme de la perspective où que les aînés dans la salle d'urgence ou dans un hôpital, et dans l'hôpital, ils étaient
intéressé à travailler avec les communautés locales pour développer des soutiens pour pouvoir traiter les aînés de façon très respectueuse. Donc, cela a commencé. Ils ont créé de la confiance, même si c'était d'une confiance un peu prudente, mais c'était un bon début pour commencer à travailler, à créer, à bâtir cette confiance dans les relations. Comme Sheila a dit, elle a parlé des programmations, et je crois que des programmes qui sont basés sur la culture et des programmes sur le terrain, parce qu'il y a une connexion très solide avec la terre, parce que cela représente beaucoup pour nous. Et donc, il va falloir reconnaître, avoir des ressources pour qu'on puisse travailler avec le on the land programming. Et pour faire ce travail de traumatisme, les traumas, et de pouvoir les régler alors qu'ils sont sur le territoire. C'est extrêmement important pour nous parce que nous avons pu réussir à livrer des programmes basés sur qui nous sommes, qui sont les gens, qu'est-ce qui leur importe en tant que peuple. Depuis trop longtemps, on nous a forcés à faire des choses par le monde occidental, par le système occidental, et beaucoup d'entre ces programmes n'ont pas marché pour travailler pour nous, n'ont pas marché. Donc, il va falloir régler les problèmes, baser les problèmes et les régler basés sur qui nous sommes. Il faut pouvoir régler le problème d'inéquité entre nous et les publics en général, le public canadien. Les institutions, il y a beaucoup de manque d'équité. Même, il faut, dans le système d'éducation, dans le système de justice, dans le système de police, il y a tant de problèmes à régler. Tout ça doit être faire partie du processus de réconciliation. Ce n'est pas à nous de nous réconcilier, c'est au gouvernement fédéral et fédéral et provincial à s'assurer qu'il y a de l'équité entre les communautés autochtones et les autres communautés. Et ce processus doit aussi régler le problème d'abri et de logement et le problème d'eau potable et de système de tout à l'égout. En ce qui concerne ma communauté, et j'habite à la maison, sur le territoire Mohawk, 2 heures à l'est de Toronto, sur le lac Ontario, et nous sommes que 2 heures de route de Ottawa. Mais au cours des 10 dernières années, nous n'avons pas beaucoup de purification d'eau, nous n'avons pas ce équipement. Nous croyons que nous étions OK, et tous les problèmes d'eau que nous avons eus au cours des années, on vient de recevoir le centre de traitement d'eau, mais pas tout le monde a cet accès. Là où je suis, je n'ai pas accès à l'eau. Donc, on doit tester notre eau régulièrement. Et il faut le faire bouillir. Donc, pour nous, et aussi le problème de logement qui existe dans la plupart des communautés autochtones. C'est extrêmement important. Beaucoup de nos gens habitent dans des habitations très surpeuplées. Il faut aussi régler le problème de pauvreté et qui peut amener des problèmes de santé mentale dans beaucoup de nos communautés parce que la pauvreté continue depuis si longtemps que c'est devenu comme si la norme. Mais la pauvreté peut être un traumatisme. Et donc, régler le problème de trauma, de pauvreté, il faut avoir une conversation ce matin avec certains membres du personnel ici au centre. Et ils parlent de leur salaire. Ils sont en dessous de la ligne de pauvreté. Donc, c'est un domaine, il faut vous regarder et voir que nous avons l'équité en ce qui concerne les salaires. Quand on travaille dans nos communautés, le salaire soit égaux à ce qu'on paie les gens sur la réserve.
Mais vous savez, quand on nous retient dans un endroit et nous sommes dépendants et nous voulons rester à la maison et travailler de la maison. Et comme résultat, il peut y avoir la pauvreté. Il faut pouvoir régler ce problème-là. Il faut aussi nous pencher sur empêcher la santé mentale. Au lieu de réagir à ces problèmes dans nos communautés, il faut pouvoir être proactif, avoir l'espace et les ressources nécessaires et le temps et les ressources financières pour régler les problèmes de santé mentale, d'avoir un programme de prévention sur place pour régler les problèmes de santé mentale que nous voyons sortir. Et dans beaucoup de communautés qui ont pu établir des centres de guérissement, de guérison, des programmes sur la terre, ils ont des centres dans leur communauté qui aident les gens à guérir. Ces programmes marchent. Nous avons alors que nous étions basés sur la culture, donc le programme de prévention doit être la même chose. La prévention des problèmes de santé mentale doivent être réglés sur une basée sur notre culture. Et comme résultat du traumatisme de la colonisation, beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes. On a perdu notre identité. Il y a cette question. Cela a commencé avec les écoles résidentielles. On nous a battus et torturés. On a sorti de nous notre fierté avec des problèmes de santé mentale et aussi des problèmes de violence mentale. Et donc, pour empêcher qu'il y ait une croissance de la pandémie, il faut trouver des systèmes de soutien pour aider les gens qui sont dans un moment ils doivent être soutenus parce qu'ils ont perdu des gens. Beaucoup de communautés ont perdu des êtres chers et il faut avoir des événements pour célébrer la vie. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas pu dire au revoir à leurs êtres chers parce qu'ils n'ont pas pu être présents aux funérailles. Il n'y a pas eu de funérailles, il n'y a pas eu de célébration de la vie. Donc, c'est un point central et clé pour délivrer un système de soutien. Il faut trouver les façons de guérison qui sont en cours et enlever les guérir les traumatismes et toutes les simulations qu'on a eues, qui a aussi ce qu'on a pu avoir comme résultat de la pandémie. Le système doit être continué, il faut le soutenir et donc, spécialement pour ceux qui ont eu des traumatismes dans le passé, venant de la colonisation, et que nous avons maintenant ceux qui ont eu une expérience dans les écoles résidentielles dans les années 60, par exemple, avec les problèmes continus reliés au système pour les enfants, l'effort pour la guérison on a minimisé l'impact de la pandémie éco dans nos communautés. Je crois que c'était la dernière diapo. Donc, pour terminer, conclure, je dirais que il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé avec les peuples autochtones au cours des 150 ans. Le système de santé n'a pas été un ami pour nous. Il faut comprendre que beaucoup de ressources qui sont externes à notre communauté n'ont pas été nos amis. Il faut agir dans l'esprit de faire de la bonté. Il faut pouvoir aller d'avant en marchant ensemble en termes de réconciliation. Oui, nous sommes résilients. Oui, c'est vrai, mais si on est résilient, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de soins de santé parce que nous sommes résilients, parce que nous avons la capacité d'aller d'avant. Mais nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de ressources dans nos communautés pour pouvoir empêcher la pandémie.
Merci beaucoup pour l'occasion d'être président de cette séance et pour mon collègue. J'espère, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Rod. Donc, nous avons quelques questions là. Donc, de parler des défis pour les gens qui délivrent les soins de santé, la santé mentale et qui ont été impactés par la pandémie. Est-ce que vous avez des questions? Comment protéger les travailleurs de première ligne qui travaillent dans les communautés alors que nous sommes toujours dans la pandémie? Oui. Vous savez, la première chose que je dirais, c'est il faut pouvoir vraiment évaluer comment aider les gens qui sont sur la première ligne à gérer leurs forces. Beaucoup de nos gens sont si ont peur de leur santé et cela crée des traumatismes. Donc, pour pouvoir créer un système pour soutenir les gens qui sont dans les premières lignes, sur les premières lignes. Et je crois que beaucoup de nos gens, ils ont travaillé des heures qui les ont créé un traumatisme et oui, ont été totalement brûlés, consommés. Et aussi, il y a eu la croissance d'autres problèmes de santé mentale. Alors, dans le système, pour le mettre en place, il va falloir, pour pouvoir aider les gens à vraiment faire un débrief, parce qu'au cours des 2 années et demie, ça a été un grand incident. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un debriefing pour pouvoir en parler. Ça a continué pendant 2 ans et demi pour pouvoir aider les gens à aller de l'avant, à continuer. Merci, Rod. Pour continuer avec ceci, quels sont les types de recommandations que vous donneriez à un individu qui est sur les premières lignes, qui n'a pas de système de soutien? Qu'est-ce que peuvent-ils faire eux-mêmes? Je dirais, je viens de parler là avec les gens avec qui je travaille ici, et quand on parle de soins personnels, auto, et pouvoir prendre soin de soi-même émotionnellement, physiquement, je crois que ce qu'on peut faire pour nous-mêmes est basé sur passer du temps dans les communautés, aller à des cérémonies et mettre les gens dans ce qu'on appelle un cercle de soins. C'est ce que j'aurais demandé que les gens choisissez 3 personnes qui vont vous aider à bâtir votre caractère. Alors, Sharon, si vous étiez dans mon cercle et si quelqu'un paraissait très stress, alors vous direz, il faut que vous preniez soin de vous-même. Vous êtes si occupé que vous oubliez vous-même. Donc, mon cercle de travailleurs de soins doit pouvoir me dire, hey Rod, il faut prendre un peu de temps de congé. Ou il faut aller faire une cérémonie. C'est fini, Rod. Donc, ce cercle de soins peut être très utile. Merci. Merci, Rod. Il y a une autre question. La perspective que vous partagez avec les implications de la pandémie sur les indigènes, les autochtones, les aînés. Est-ce qu'on peut parler les inquiétudes? Comment soutenir les aînés avec ces pandémies? Et qu'est-ce que les communautés ont fait pour soutenir leurs aînés? Vous savez, de beaucoup de façons, nos aînés, ils continuent à conserver qui nous sommes en tant qu'aînés, en tant que peuple, en ce qui concerne la connaissance qu'ils ont. Ce qu'on peut faire, c'est fournir des services additionnels à nos aînés aussi, des services qui vont aider nos aînés à se connecter. Oui, nous sommes toujours en train de gérer la pandémie. Il faut pouvoir, une des grosses choses, résultat, c'est qu'on dit aux aînés, Dieu, ils sont devenus très seuls, très isolés, très abandonnés, pour que les gens puissent vraiment
fleurir, grandir. Il faut pouvoir les aider. Si on a des programmes où les aînés peuvent se sentir en sécurité, il doit y avoir des ressources additionnelles pour pouvoir sortir les aînés de là où ils sont, les aider avec leurs soins de problèmes. Et on doit pouvoir avoir d'autres ressources qu'on puisse faire, que les aînés puissent sortir de cette pandémie correctement. On va changer d'orateur. Comment est-ce qu'on peut positionner les ressources pour pouvoir agir avant les problèmes? Vous savez, c'était très clair dans le rapport de l'auditeur général. Vous savez, les réactions du gouvernement a coûté 600 000 millions et ils ont parlé les coûts pour l'infrastructure, c'était de 200 millions. Donc, le coût a augmenté. Alors, tout ça en soi, Et donc, ces chiffres parlent par eux-mêmes, je ne sais pas quoi d'autre dire. Vous savez, les chiffres sont là, devant les yeux de tout le monde. Que puis-je faire d'autre? Ouais. Oui, oui. Vous savez, c'est frustrant, vous savez, quand on sait que si ces fonds financés de cette façon, c'est de l'autre côté, on va tripler les coûts de l'autre côté. C'est frustrant. Ça, c'est la chose la plus simple qu'on puisse dire. Si on continue de parler de la prévention, des infrastructures qui sont nécessaires, et c'est maintenant pas seulement une question que de nos voix. Pour regarder ce qui se passe dans la communauté et dire, tu sais, oh, les communautés autochtones ont besoin de cela. Et le plus il y a de voix, le mieux c'est pour nous. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, ça, ce sont des commentaires qu'on a remarqués en regardant maintenant aux communications, avoir davantage de communication. Et oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je voulais te remercier. Tu sais, tout était enregistré, donc tu vas avoir accès à tout cela plus tard. À nouveau, merci. Et à nouveau. Et je voulais aussi regarder ce qui se passe. Rappelle-toi ce qui va se passer en 2023, quand l'ordre du programme va être montré. Bien, parfait, parfait. Bien, bien, bien. Tu peux aussi, si tu veux, ou fais ce que tu veux. Il faut que je retourne à mon atelier. J'ai un atelier. Bien, bien. Donc, on continue. Parfait, parfait. Bien. On passe maintenant aux prochaines personnes, qui est Denis Daramayo, qui va vous parler d'elle-même. Mais avant ça, c'est une diététicienne qui est enregistrée, qui travaille dans sa communauté, qui est très importante. Ça fait vraiment partie du travail qu'elle fait. Elle est aussi la présidente du réseau de la nourriture traditionnelle. Et de même, elle est la chef d'environ une trentaine de diététiciennes traditionnelles ici, autochtones, ici au Canada. Elle était à l'Université Western, après quoi elle était à l'Université de la médecine dans le nord de l'Ontario, après quoi elle était à l'Université d'Ottawa. Elle est là pour protéger les eaux et elle s'occupe de nourriture traditionnelle autochtone.
Merci. Bonjour Terry. Est-ce qu'on entend bien? Non, il y a un écho. Dans la cabine, il y a un écho. Je m'appelle Terry Mormon et je suis éditeur enregistré pour les 6 nations de Grand River. Je suis une des présidentes pour le Canada du régime alimentaire autochtone. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, la conversation est très intéressante, celle que j'ai déjà entendue. J'ai entendu ce qui a été coordonné. Je suis très heureuse de vous parler. Le nom de ma présentation est celui que vous voyez affiché, qui en français serait que ce soit comme ça dans vos esprits. J'ose pas prononcer parce que je vais mal prononcer le mot autochtone, mais c'est que ce soit comme ça dans vos esprits. Je suis la propriétaire de mon entreprise qui s'occupe de santé, de culture et de bien-être pour les communautés de Grand River. Je suis une diététicienne des 6 nations. Le langage, les savoirs et les enseignements que je partage à ce moment-ci sont uniques. D'ailleurs, j'ai moi-même eu des enseignants fantastiques qui ont partagé avec moi. À nouveau, je suis ici pour partager avec vous, vous savez, toute connaissance qu'on peut partager. Et si vous voulez partager avec moi, aucun problème. À nouveau, je vous donne ici la perspective qui vient du régime alimentaire des Haudenosaunee. Ici, vous voyez la carte où on trouve les 6 nations. On les 6 nations qui sont sur cette réserve. Chacune de nos nations a sa propre culture. À nouveau, ça, ce qu'on voit ici, c'est quelque chose qui remonte au début du temps. Vous savez, c'est pas vraiment un chiffre qui est très différent de 150 années dont on parle en général ici, surtout quand on regarde dans cette zone des 6 nations où les nations ont travaillé ensemble avec des responsabilités communes, où chacune des nations a sa propre responsabilité pour partager notre système alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par nos esprits qui se rassemblent. Il faut regarder à certains mots de notre langue où on regarde aux vibrations, au ton, l'énergie qui est mise au moment qu'on partage la langue. Avec cela, il y a une langue où on trouve quelque chose qui est en nous. Quand on parle de la création, il faut parler de la faune et de la flore. On en parle pour maintenant passer les vibrations. Ces choses maintenant doivent être comprises, surtout quand on regarde aux esprits. Ce qu'on, nous, traditionnellement, on fait chez les Haudenosaunee, c'est qu'on regarde. Désolé, on comprend très mal. Mais on veut offrir tout ce qui soutient cet ensemble d'esprit, corps et autres, et qui nous permet que de continuer quand les temps sont bons, quand les temps ne le sont pas. Dans un certain sens, c'est une espèce de grâce qu'on rend, mais on est en train que de reconnaître que ce que tout est autour de nous te soutient. Et une personne qui est Haudenosaunee peut le faire de cette façon. Tout d'abord,
On va maintenant rendre grâce au Créateur, ce qui dit en langue autochtone. Pourquoi on parle de ma mère ou notre mère? Après quoi, on regarde aussi aux personnes auxquelles on a la tâche de nous élever. Ça, c'est comme on va finir notre discussion. Et la façon par laquelle je l'explique, c'est que il y a vraiment quelque chose de très basique. Et dans notre communauté, les gens qui s'occupent de cette question peuvent parler, peuvent le faire pendant longtemps, des heures, des journées même. Et ils vont indiquer ceux pour lesquels ils sont intéressés. Rappelez-vous que ici, on regarde à comment on regarde ces choses. J'ai étudié le langage, le nôtre langage, pour maintenant regarder au fait que j'ai personne ici dans ma famille qui m'a enseigné la langue, car on l'a enlevé de la famille. Mais c'est pour ça que moi, je suis maintenant contente et je suis respectueuse de ce qui se passe. C'est quelque chose que je peux maintenant donner à mes enfants, car je l'ai appris, cette langue. Et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire avec ce genre de choses qui est orale, discussion. On a maintenant, on doit passer par cette question de la nourriture qui doit être souveraine de notre côté. Et on devait le faire de la meilleure façon. Car il faut se rappeler de cette question des esprits. Et à nouveau, de comment on peut élever nos esprits. Pour moi, ça, c'est vraiment très important. Et c'est important pour en incorporer, car ça me permet que de regarder comment la vie pourrait être précaire. Et tout ça, dans mon organisation, c'est en effet quelque chose qui est très important pour moi, pour élever nos pensées, nos esprits, nos corps. Et ce n'est pas quelque chose qui est proche de la médecine occidentale, plutôt, il faut penser à quelque chose d'autre. Car on veut maintenant nous élever. Ça, c'est pour moi la médecine, la vraie médecine. C'est quelque chose qui nous permet de nous élever. Et j'ai maintenant une maîtrise de l'université McMaster. Dans cette maîtrise,
j'ai eu la chance que de pouvoir créer un morceau que j'ai créé avec des histoires au sujet de l'eau, avec des organisations, avec les médias, avec plusieurs médias. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde aux sources hydriques, il faut regarder à toute cette question chez nous dans les 6 nations. Et donc, j'ai été voir de plusieurs côtés, là où il y avait des ressources hydriques tout autour, pour que je puisse y trouver des autres histoires qui se rapportent à l'eau. Bien. Donc, j'espère que vous voyez ce que moi je vois. Et en fait, ceci me permet que de rassembler ces histoires au sujet des questions hydriques pour comprendre comment ces eaux, les grosses eaux, et aussi les autres sources hydriques vont maintenant être là et vont nourrir les 6 nations. Et l'espace dont je parle, et ce que vous voyez ici, c'est que c'est une carte, vous pouvez passer par Google par exemple, et moi je vous parle de ce que ce mot, c'est la question du plat avec une seule cuillère, c'est-à-dire que la nation, les individus, les plantes, les animaux, tout ça, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, quand j'ai commencé à parler, on les rassemble d'une autre fois où on se retrouve à ce grand pomme. Et dans la diapo, vous pouvez voir que c'est en blanc et en pourpre. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait ce bon pomme. Et ça représente pour les ordinazioni, pour comprendre et comment dans notre système alimentaire, ça, à nouveau, on a maintenant cette responsabilité. Et ce bon pomme peut maintenant regarder à comment on s'en occupe. À nouveau, quand on regarde à cette question du plat ou de l'assiette, tout d'abord, il faut regarder au cercle. Et quand moi j'entends, il y a les gens qui savent, connaissent notre langage dans notre communauté, et quand ils parlent de l'assiette, ils en parlent d'une façon où l'assiette est tout. C'est l'endroit où il faut être. Il n'y a pas de limite qui se trouve où, par exemple en Ontario, vous savez, ou dans d'autres espaces où il y a des limites artificielles sur la Terre qu'on avait pour nous. C'est ça que moi, à quoi je pense quand je regarde cette question. Et c'est ça aussi que je fais quand je fais des travaux de recherche en tant que diététicienne. Il y a des gens qui maintenant appliquent des mauvaises étiquettes en fonction de leur perspective. Car, en général, en anglais, on parle de ça comme étant un plat où il n'y a qu'une seule cuillère. Mais, vous savez, c'est une ligne ici qui est
il y a aussi une ligne que vous voyez près de l'assiette qui, comme je vous le dis, c'est tout qui représente l'être humain. Et les gens ont dit que, les gens qui ont traduit cela ont dit que il y a des objets qui sont peut-être contendants, par exemple un couteau, mais en fait, il y a des autres lignes de pensée qui pensent que s'il n'y a pas de couteau, il y a un écho. Quand on regarde à comment ces choses sont faites, la perception qu'il y ait une cuillère, ça c'est une perception. Et si maintenant, si c'est une cuillère, si on a une cuillère dans une assiette, la cuillère pour tout le monde, et il n'y en a qu'un seul de cuillère, et vous les mangez. Il y a du monde qui doit prendre la cuillère en main, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, moi, je pense à mon enfant et je peux, par exemple, donner à manger à mon enfant. Mais ce n'est pas ça. L'accord indique que tout le monde a le droit de partager et doit partager, en fait. Et on ne va pas interférer l'un l'autre, car on ne va pas maintenant endommager les autres personnes, leur faire du mal. Et donc, oui, j'ai ici la cuillère, je l'utilise, je la donne à quelqu'un d'autre, et on en parle. Ça, c'est le facteur. Moi, je pense à nouveau que parce que j'ai utilisé ceci, j'ai entendu cela uniquement dans les universités, parmi des gens qui ne parlent pas ma langue. Vous savez, c'est une idée occidentale. Enfin, la façon de laquelle on en parle est très occidentale. Qu'il y ait une cuillère, que quelqu'un doit être là et utiliser la cuillère dans l'assiette. Or, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a une assiette ou avec les gens et tout le monde a accès à l'assiette. Je voulais en parler parce que autrement, les gens vont mal comprendre ce qu'on propose et vont seulement regarder à la question anglaise ou à la perception occidentale de ce qui se passe, car on ne parle pas de cuillère. Et moi, je peux vous le dire, comme je vous le dis, que par exemple, avec mon enfant, c'est moi qui ai le contrôle de la cuillère. Je peux le donner maintenant à mon enfant, la cuillère. C'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le contrôle au même moment de la cuillère. C'est pas ça l'idée, du tout. C'est pas marqué là-dedans. Vous savez, tout le monde a accès à la cuillère en même temps. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de dire. Et c'est pour ça qu'on en parle. Quand on regarde au protocole sur comment on devient souverain en termes d'alimentation, que ce soit parmi les Haudenosaunee ou des autres groupes autochtones. Donc, à nouveau, je le partage avec vous, vous savez, pour comprendre la langue, ce qui est dit, y compris. Et les gens, les clans de notre nation ont regardé à cette question. Et il y a aussi les gens qui gardent notre connaissance traditionnelle qui ont regardé à cette question aussi. À nouveau, on a regardé où se trouve cette eau, où se trouve l'énergie, la vibration relative, aujourd'hui, indépendamment de l'endroit, ou peut-être parfois aussi en dépendance de l'endroit. Il faut regarder à la nourriture. Cette nourriture qu'on trouve reliée au wampum. Et on en a parlé aussi dans le pensionnat, ou plutôt on a essayé d'éviter d'en parler dans le pensionnat. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre
Voici le pensionnat. De façon telle qu'on va maintenant se relier à la nature, se relier à l'eau. Il y a des autres endroits. Voici des endroits où, par exemple, les fougères. En 2012, j'ai parlé de la question des études d'alimentation. Cette étude, c'était la toute première où il y avait des communautés qui participaient au niveau, en termes d'études. J'ai formé du monde ici. J'ai aussi embauché du monde pour aller prendre des échantillons d'eau de la Grand River et de l'eau qu'ils avaient chez eux pour regarder à cette eau, l'analyser pour voir quelle était, s'il y avait des produits chimiques dedans. Voici une toxicologue qui est mon ami, qui a examiné ces eaux et qui a coordonné ce genre d'activité en Ontario, qui m'a aidé à obtenir ces données. À nouveau, ça, c'est le wampum dont je vous parlais auparavant, où les gens qui savent expriment la connaissance dans le wampum, le langage des Haudenosaunee. Et bien, vous savez, si on avait par exemple un doctorat, on l'aurait à nouveau. Avec cette connaissance, on décrit l'assiette dans le wampum. Il y a la vidéo et tout est bien expliqué là-dedans pour comprendre la nation Haudenosaunee et ce qu'on propose. Oui, donc tout ça. Ça, c'est le site Internet. À nouveau, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre ici pour voir qu'est-ce qui est autochtone, qu'est-ce qui est représenté. Voici une autre vidéo que je voulais vous montrer, qui a été créée ici avec un autre organisme pour revitaliser notre système alimentaire. Vous voyez ici aussi ma fille qui participe dans le programme. Et c'est ici derrière, chez moi, où vous voyez aussi du maïs qui a été planté. C'est très bien. C'est un partenariat, en fait, entre des grosses organisations, par exemple des diététiciennes du Canada et des autres organisations qui s'occupent de la population sur le terrain. Et aussi la culture Haudenosaunee et les enseignements relatifs. À nouveau, avant, on regardait aux messages qu'on partageait et qui étaient relatifs au régime alimentaire. À nouveau, cette vidéo était faite en partenariat. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment démontre la fondation sur laquelle on travaille, où il y a une représentation de ce que les diététiciens du Canada font et ils comprennent ce qui se passe en termes d'espace quand ils regardent, vous savez, à l'eau. C'est un point de départ. Ça, c'était ma présentation. Je vous remercie pour avoir été des nôtres. Et maintenant, si vous voulez me contacter, pas de problème. Vous allez me trouver grâce à l'adresse de courriel qui est affichée sur le diapo. Bien. Merci. Merci Terry pour cette session plein de renseignements qu'on apprécie beaucoup, qui a ouvert mes yeux sur plusieurs questions. On a 2-3 questions dans la boîte du clavardage et regardons à ces questions. La toute première question. Quel est le système de sonorisation lors de la COVID-19 quand les magasins avaient des quantités très limitées de nourriture? Oui, c'est vrai, très bonne question. Vous savez,
Ça, c'est quelque chose qui a vraiment ouvert mes yeux à moi, car en tant que diététicienne, il est vraiment quelque chose qui est très politisé, car on doit regarder au choix de la nourriture quand on entre dans un magasin, là où on est. Vous savez, on n'a pas de magasin chez nous dans notre réserve. Euh, on est peut-être une des plus grandes réserves où on n'a pas de ces magasins. On peut trouver un peu de nourriture là où il y a la pompe d'essence, là, mais ça coûte un peu cher. Mais donc, bien, la nourriture n'est pas vraiment fraîche, elle n'est pas de bonne qualité non plus. Donc, quand je vais dans un magasin hors de la réserve, là, on se trouve avec toute une section de de le lait, de côté. produits laitiers, de poissons, tout ça. On se trouvait avec. C'était totalement pas disponible. Parfois, dans le département de la viande, la section viande, il n'y avait rien. Ça a toujours été, c'était cause d'inquiétude pour nous. Certaines choses étaient disponibles, mais encore une fois, à l'intérieur de la communauté ici, non, nous avons accès à la nourriture et aux produits de chasse et aux poissons dont nous avions eu accès au cours des centaines et des milliers d'années, des centaines d'années. Nous avons vécu ici, donc nous avions il y avait toutes sortes de produits de la chasse qu'on pouvait obtenir. Nous n'avions pas accès aux poissons et la chasse et les fruits qu'on pouvait ramasser, on pouvait avoir tout cela. Les fraises et les framboises, on pouvait les avoir. Et ceux qui ont des bonnes connaissances de ma communauté, on a pu faire cela et je crois que donc maintenant l'encouragement a été avec la COVID, c'est que les gens sont devenus plus conscients qu'ils devaient avoir accès à la nourriture qui était dans le système parce qu'il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de qualité nutritionnelle. Vous allez apprendre beaucoup à pouvoir partager avec la famille et avec les amis. Oui, ça paraît très bien ici pour les 6 nations, mais si vous aviez uniquement accès à votre centre commercial local, ça va aller difficile. Nous avons appris. C'était une bonne chose qu'on a vue. Les gens ont parlé des écoles résidentielles, comment l'impact a été sur le système de nourriture, sur notre culture. Mais je puis vous dire que nous avions, on avait de la nourriture, nous allions distribuer la nourriture aux gens qui n'avaient pas accès. Et ça a vraiment démontré l'interaide. Ça paraît comme si un avantage. Vous aviez une opportunité. Oui, oui. Et c'est ce que nos gens nous ont légué. On a pu survivre des milliers d'années. Nous savons ce dont on a besoin pour pouvoir nous nourrir. On pratique cela dans nos cérémonies, dans les responsabilités. La vérité que nous portons en nous et qu'on a passé légué à nos enfants, ça, on était heureuse de partager cela avec les autres. Une autre question ici, quelles sont les pratiques et les opportunités de faire croître des systèmes de nourriture autochtones? C'est une très bonne question. Un système basé sur la nation, sur une nation, je crois que mon travail en tant que diététicienne, j'ai fait, que l'on a fait une étude. Donc, j'ai été chanceuse d'avoir des gens
en Ontario et on pouvait comparer les différents types de magasins qui existaient et, et les gens qui ont déjà contribué à ce sommet plus tard, on comprend que la nourriture est culturelle, mais c'est aussi géographiquement distribué. C'est quelque chose, les choses sont accessibles pour vous, mais on ne peut pas comprendre cela complètement si on continue à écrire dans nos recherches pour nos politiques et les directives, comment le système autochtone. En tant que diététicien, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui aide? Si je suis sur le territoire de Sénéca, je ne peux pas revoir les recherches qui ont utilisé le travail, le mot indigène, autochtone. Cela ne n'aide pas. Qu'est-ce que cela va aider les gens? Les gens qui sont du peuple Sénéca. Et c'est ce type de travail, de politique et de recherche qui doit encore être fait et qu'on devrait bâtir dessus. Chaque nation a sa propre représentation. C'est pas pour les Shawnees et les Creeks et c'est pas autochtone en entier. Chacune de ces nations ont une compréhension avec le gouvernement fédéral et le provincial. Et il faut donc comprendre qu'ils sont en train de connecter. Donc, ce qui s'est passé, c'est du crédit ou les nations n'ont rien à faire avec ce qui se passe avec les 6 nations. Et ça, c'est de cette façon qu'on doit discuter de la santé et de la sécurité, parce qu'on ne peut pas parler à un non autochtone ou quelqu'un qui est une Anishinaabe de Credit, des diététiciens, qu'elle va pouvoir aider un client de yoga avec une connaissance qu'elle appelle aborigène ou autochtone. Ça doit être spécifique parce que les cérémonies et les chants viennent de ces nations. Les langues sont de ces nations, encore une fois. C'est là que c'est extrêmement important que la conversation soit avec qui doit y avoir un contexte un peu comme une ombrelle. C'est dans les politiques, il y a beaucoup de rapports, simplement parce que cela a servi le but, l'objectif de cette département du gouvernement. Mais ce qui est transmis n'est pas spécifique à une nation qui sont supposés en train d'aider. Je pense, quand on parle de politique, j'entends les politiciens parlent directement de nations spécifiques. Ici en Ontario, il y a 133 nations et chacune a leurs propres recommandations. Quand on parle, comment est-ce qu'on va pouvoir les servir correctement? Et au Canada, il y a plus de 650, et ça c'est réel, c'est la vérité. Le mot indigène et le mot aborigène sont des termes primitifs qui ne rendent pas service au niveau des nations. Ils sont OK au niveau de votre pupitre pour la distribution, mais qui est très limitée, mais on ne peut pas vraiment dire c'est que ce dont les Sénégalais ont besoin. Et si on ne l'a pas en service, et encore une fois, n'importe ce qui se passe pour aux gens, les autochtones, à n'importe quel niveau, va soutient la grande population. Et l'autre question que je vais poser, c'est très clair. Nous avions accès à la population, à ce que la population canadienne n'avait pas, le reste. Il faut comprendre cela, que vous n'êtes pas en train d'aider les peuples autochtones, vous vous aidez vous-même de meilleure façon. Quand ils sont arrivés ici, nos gens avaient vécu ici depuis des milliers d'années. Donc, j'espère que cela aide. Merci beaucoup. Autre chose, peut-être vous pourriez parler, vous avez parlé
l'importance de la langue quand on parle d'une façon holistique. Quel type de choses, qu'est-ce qui aiderait à éduquer les jeunes? Oui, j'ai été heureux que j'ai pu inviter les jeunes chez moi. J'ai un terrain de 2 repas dans la communauté et sa famille faisait cela dans la communauté. J'ai utilisé cette ressource en tant que diététicienne. Si vous voulez la neige, vous allez à la neige. Et il faut amener les jeunes à partager et à s'engager de différentes façons. Et la façon dont je travaille avec le programme d'équipe et je les invite à venir ici parce que c'est ce que se passe avec la science, la technologie. Encore notre culture. Quand on parle de notre culture, on parle de les Shawnee. Il y a une cérémonie de cycle dans la langue. Vous commencez avec comment vous commencez avec les nouvelles. Il y a des parties minuscules. Il faut connecter avec les gens de cette façon. Je ne m'attends pas et qu'ils ne vont pas toucher les crises. Oui. Si on ne donne pas des valeurs de la connaissance autochtone, ça devient difficile parce que la culture peut rester avec eux et va bâtir la connaissance de la langue bien plus que si on leur donne. Mais je crois que quand on leur donne l'occasion d'engager à prendre des opportunités de cette façon, cela je crée un équilibre. Ce qu'on parle à propos de la nutrition à l'école, à bien manger correctement, mais le côté pratique, vous avez un choix. Donc, les choix que vous prenez, c'est extrêmement important dans la salle de classe. Mais ici, vous avez l'expérience dans la communauté. Cela les aide à vraiment transporter et porter en eux cette connaissance plutôt que ce soit quelque chose de... Cela touche et maintenant ils travaillent avec, ils jouent avec, et ils sont en train de prendre les graines et ça a beaucoup plus de valeur pour eux et leur donne une confiance en soi. Et quand vous mettez quelque chose dans leur tête et dans leur cœur, avec la langue et la culture, c'est toujours une partie de ce dont on parle. Merci, formidable. Il y a aussi un lien dans le chat aux webinaires qui ont eu lieu avant le sommet. Je vous recommande fortement et je crois. On va inviter David Joke, la remercier. C'était très bonne. Maintenant, on va passer à aller dans les séances en groupe. Peut-être que les gens peuvent prendre quelques minutes pour prendre une petite pause et retourner. Donc, ne déconnectez. Vous allez avoir accès à votre salle pour les réunions en groupe. Donc, retournez et prenez part à la conversation qui va vous aider à digérer cette information, intervention que vous avez eue. Je voudrais aussi, je voudrais remercier pour la série de présentations fantastiques que nous avons eues.